Bonsoir à tous et soyez la bienvenue à cette opportunité nouvelle de décrypter l'actualité internationale. Peu importe votre localisation géographique, vous avez certainement déjà été à la fois intrigué, mais aussi indisposé par cette tendance en vigueur dans la nation haïtienne, Haïti. La mise sous séquestre d'une nation tout entière par le phénomène des gangs. Et dans cette analyse, dans cette réflexion, nous voudrions nous préoccuper aux alibis qui sous-tendent l'impensable, la prise en otage de toute une nation par des groupes armés, et ce qui justifie que les organes institutionnels, les forces de l'ordre, soient incapables, obstrués de mettre de l'ordre dans cette nation et surtout d'amener le fonctionnement équitable et indiqué des institutions dans cette nation. Et pour la circonstance, nous nous sommes véritablement livrés à une exhumation. Nous sommes allés au fond de l'océan pour ressortir les dynamiques qui sous-tendent ce phénomène triste et malheureux. Et vous verrez qu'il y a des profondes influences historiques, un patrimoine historique, historico-dictatorial qui sous-tend ce phénomène et par la suite une intervention de la communauté internationale, une intervention malencontreuse dans les années 1994. Et évidemment, la configuration économique même de la nation haïtienne qui ne favorise pas un foisonnement d'opportunités, laissant la jeunesse dans un désespoir, laquelle considère l'adhésion aux gangs comme une alternative crédible de pouvoir bénéficier d'une insertion sociale, quand bien même celle-ci est illégale, illicite. Bienvenue donc dans cette analyse. Et elle sera particulièrement intéressante parce que nous nous sommes abreuvés dans plusieurs sources pour pouvoir répondre efficacement à cette problématique qui intrigue la planète tout entière. Cependant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre page, c'est le moment de le faire. Saisissez cette opportunité, nous vous en implorons. Également de partager nos contenus et, in fine, nous livrer vos impressions à la section réservée à cet effet, c'est-à-dire celle des commentaires. Introduction. On estime qu'environ 200 groupes armés opèrent en Haïti, dont près de la moitié est active à Port-au-Prince. Dans la capitale, deux coalitions majeures se distinguent. La première, connue sous le nom de G9 Family and Allies, est dirigée par Jimmy Barbecue, un ancien membre des forces de police haïtiennes, actuellement sous sanction des Nations Unies et des États-Unis en raison de son implication dans des actes de violence. La seconde coalition, JPEP, est dirigée par Gabriel Jean-Pierre, surnommé T. Gabriel, qui a précédemment dirigé un gang dénommé Nan Brooklyn avant de fonder JPEP, basé dans le quartier défavorisé de Cité Soleil à Port-au-Prince. Les groupes armés ne sont pas un phénomène récent à Haïti. Ils sont ancrés dans l'histoire du pays depuis de nombreuses années. Leur influence s'étend à environ 80% de Port-au-Prince. Figurez-vous, la capitale de Haïti, où ils tirent leurs revenus d'activités illicites et n'hésitent pas à recourir à la violence à des fins politiques.
politique, ce qui pose des défis considérables pour la stabilité régionale et la sécurité internationale. Ça nous permet d'appréhender le premier questionnement majeur. Comment est-ce que Haïti en est-elle arrivée à cette situation? Sachez d'emblée que cette crise résulte de deux facteurs principaux. Dans un premier temps, un héritage historique complexe et dans un deuxième temps, une intervention malheureuse de la communauté internationale. Sur le plan historique, de nombreux experts irriguent cette problématique à l'aide des présidences de François Papa-Doc Duvalier et de son fils Jean-Claude Baby-Doc Duvalier, dont le règne autoritaire aura duré 29 ans, de 1957 à 1986. Les Duvalier ont instauré un groupe paramilitaire, les redoutés Tonton Macoute, pour réprimer toute opposition à leur pouvoir. Évidemment, ces derniers ne se doutaient pas de non seulement la pérennité, mais aussi le caractère destructeur et instable de l'initiative qu'ils étaient en train de s'aimer dans la nation haïtienne, évidemment, pour des fins de pérennisation de leur pouvoir. Cette brigade a été responsable de milliers de meurtres et de tortures. François Duvalier, qui a dirigé Haïti de 1957 à 1971, a mêlé mysticisme vaudou et répression brutale. Du jamais vu. Cocktail à double tête. Ayant observé de nombreux dirigeants haïtiens perdre leur pouvoir, souvent de manière violente, il a pris des mesures préventives dès son accession à la présidence, notamment en purgeant l'armée et en anticipant les coups d'État. Ce dernier a ainsi ordonné la création de sa propre milice. Vous voyez, nous ressortons ici l'ancêtre, l'aïeux des Gants. Nous sommes dans les années 57-71. Les volontaires pour la sécurité nationale, comme on les appelait. Cependant, et nous ressortons dans le prochain point, l'implication indirecte, non pas de la communauté internationale, mais d'une nation, les États-Unis d'Amérique. Pourquoi nous sommes en pleine guerre froide et le Cuba lorgne, c'est-à-dire l'ennemi des États-Unis. Il faut donc se rassurer que Haïti ne bascule pas vers l'Union soviétique. Ainsi, maintenir une telle force de sécurité était particulièrement coûteux. Duvalier avait besoin de financement, d'armement et de matériel pour soutenir ses ambitions. Une opportunité s'est alors présentée. Face aux troupes provoquées par Fidel Castro dans les Caraïbes, les États-Unis cherchaient des alliés dans la région. Pour garantir la fidélité du Duvalier, Washington lui a octroyé des millions de dollars d'aide financière et a dépêché des marines pour former ses forces de sécurité. Ainsi, avec le soutien de l'Amérique, le pays qu'il méprisait, Duvalier semblait avoir consolidé sa position de manière irréversible. Nous pouvons faire un croisement, un parallèle entre cette racine, cette fondation d'instabilité en Haïti avec le cas de la Somalie. Dans les années 80, si vous exhumez l'histoire de l'instabilité en Somalie,
vous verrez que c'est pratiquement, elle est pratiquement identique en termes de symptomatique. Et naturellement, ça permet de questionner les approches adoptées, employées par les grandes puissances dans l'optique de la suprématie internationale. Donc, l'impact de l'intervention internationale sur Haïti est donc la prochaine problématique que nous abordons. Et sachez que elle fut inopportune, car un embargo imposé par les Nations Unies sur les biens, à l'exception de l'aide humanitaire, a été instauré en mai 1994 après le renversement du président Jean-Bertrand Aristide par l'armée. Tenez-vous tranquille, cet embargo, associé à un isolement international, a gravement fragilisé la petite classe moyenne haïtienne. Suite à l'intervention d'une force de l'ONU, soutenue par les États-Unis qui a évincé les dirigeants du coup d'État en 1994, un programme d'ajustement structurel soutenu par la Banque mondiale a entraîné l'importation massive de riz en provenance des États-Unis, occasionnant de facto des ravages dans le secteur agricole local. De nombreux jeunes privés d'emploi ont afflué vers Port-au-Prince, rejoignant des gangs armés. Étant donné que l'économie haïtienne repose principalement sur l'agriculture, où 2/5 de la population dépendent de petites exploitations agricoles vivrières, cette situation a conduit les politiciens à exploiter ces groupes comme une force armée à bas coût. Aristide, ancien prêtre devenu homme politique et l'un des anciens présidents de Haïti, a acquis une notoriété. C'est un exemple, c'est une illustration parfaite d'une figure politique, d'un opérateur politique ayant acquis une autorité pour avoir collaboré avec des gangsters, ce qui a entraîné une dépendance croissante des dirigeants haïtiens vis-à-vis des gangs de rue. Haïti n'a pas disposé d'une armée permanente, ni d'une force de police nationale bien financée depuis des décennies. Et les interventions des Nations Unies et des États-Unis ont souvent été temporaires. Dans un contexte marqué par l'absence d'institutions politiques solides et transparentes, les dirigeants haïtiens ont eu recours à des civils armés pour exercer leur pouvoir. L'État est ainsi devenu structurellement faible, laissant les gangs occuper le vide laissé par le pouvoir central. De manière surréaliste, les chefs de gang organisent des conférences de presse et sont perçus comme des interlocuteurs potentiels dans des négociations sur l'avenir du pays. Chaque acteur clé de la société haïtienne entretient ses propres gangs qui ont gagné en autonomie et sont désormais devenus une puissance à part entière, transformant Haïti en un mini-État mafieux. Les créateurs de ces gangs ont engendré un monstre qui, bien qu'il ne contrôle pas encore entièrement la situation, a le pouvoir de bloquer toute solution. Actuellement, ces groupes semblent estimer que leur survie et leur pertinence dépendent de leur capacité à exercer une certaine influence politique. Il est donc impossible de dissocier le problème de la violence des gangs à Haïti de la conjoncture politique et économique endogène, tropicale à Haïti. Analysons maintenant les facteurs de prospérité des gangs en Haïti.
Après avoir examiné l'émergence de la culture des gangs, il est essentiel de se pencher sur les raisons de leur prospérité. Retenez-les bien. Au cœur de ce phénomène se trouve l'avidité. L'avidité pour l'argent. Les gangs, tout comme de nombreux politiciens et entrepreneurs haïtiens, tirent profit d'un mélange illicite de taxes obtenues par l'extorsion, les enlèvements ainsi que le trafic de drogue et d'armes. Ce contexte a ouvert la voie à l'expansion des gangs, transformant Haïti en un véritable état de narcotrafic. Les gangs ont ainsi consolidé leur pouvoir, bénéficiant non seulement d'une augmentation de leur influence, mais aussi de la protection de l'État, avec des politiciens qui les soutiennent. L'absence d'une sécurité publique efficace pour maintenir l'ordre a créé une opportunité pour ces groupes de renforcer leur pouvoir et leur financement par la force. Cette collecte de fonds par les gangs a conduit à leur autonomie et à leur puissance croissante sur le territoire. Envisageons maintenant le contexte socio-économique de la jeunesse haïtienne et son impact sur la criminalité. Un nombre significatif de jeunes, en particulier de jeunes hommes, se trouvent dans une situation sans avenir, dépourvus d'emploi et d'éducation. Cette absence d'espoir explique en partie pourquoi certains choisissent de rejoindre les gangs. Vous voyez, ce phénomène constitue un problème structurel, social et économique, un véritable trépied. Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, avec plus de la moitié de sa population vivant en dessous du seuil de la pauvreté. L'accès aux services de base y est limité et de nombreuses familles dépendent de l'agriculture de subsistance pour survivre. Le pays est également fortement tributaire des revenus extérieurs. Entre 2010 et 2020, les Nations Unies ont alloué plus de 13 milliards de dollars d'aide internationale à Haïti, principalement pour des missions de secours en cas de catastrophe et des programmes de développement. Parallèlement, les envois de fonds en provenance de la diaspora haïtienne ont connu une augmentation constante au cours des 2 dernières années, atteignant 4,3 milliards de dollars en 2023, alors que l'île est confrontée à des crises multiples. Depuis 2010, le commerce a représenté en moyenne 41% du PIB d'Haïti. Les principales industries incluent le raffinage du sucre, la mouture de farine, ainsi que la fabrication de ciment et de textiles, ce dernier secteur représentant 1,15 milliard de dollars, soit 85% des exportations en 2021. Les États-Unis demeurent le principal partenaire commercial d'Haïti, suivi par le Canada et le Mexique. Pour finir, l'analyse de la situation en Haïti révèle une dynamique complexe, où l'héritage historique, les interventions internationales mal orientées et les conditions socio-économiques précaires se coagulent pour alimenter la prolifération des groupes armés. Avec environ 200 gangs opérant, dont une majorité à Port-au-Prince, la violence devient un instrument de pouvoir politique et in fine économique. Ces groupes, ancrés dans les réalités locales, exploitent la faiblesse des institutions étatiques et l'absence de sécurité publique, transformant Haïti en un terrain fertile pour le narcotrafic
et l'extorsion. La jeunesse, confrontée à un manque d'opportunités, est particulièrement vulnérable, ce qui exacerbe les défis de stabilité régionale et de sécurité internationale. Il est donc impératif que la communauté internationale reconsidère ses approches pour soutenir un développement durable et renforcer les institutions haïtiennes afin de briser ce cycle de violence et de désespoir. Infiniment merci de nous avoir suivis et à très bientôt.